On va plus loin, c'est le nouveau rendez-vous que vous propose Paris Direct. Chaque jour, désormais du lundi au vendredi, à 20h40 heure française, on revient ensemble sur les infos du jour qui nous ont marqués. Regard croisé de notre chroniqueur international, aujourd'hui Gauthier Ribinski. Bonjour Gauthier. Bonjour Raphaël. Et face à vous Gauthier, une consoeur ou un confrère journaliste nous livre son regard sur cette actualité. Chaque lundi, désormais, nous aurons le plaisir d'accueillir sur France 24 la grande reporter Anne Niva. Bonjour Anne. Bonsoir. On ne vous présente plus, un spécialiste notamment de la Russie. Vous avez arpenté la Tchétchénie, mais aussi l'Afghanistan ou encore l'Irak. Lauréate du prestigieux prix Albert Londres en 2000 pour Chienne de guerre, dans lequel vous reveniez à l'époque sur votre couverture de la guerre en Tchétchénie. Bienvenue. Donc Anne, on est ravis de vous avoir désormais parmi nous chaque lundi dans On va plus loin sur France 24. Et on va plus loin aujourd'hui en Irak, après un week-end marqué par la tentative d'assassinat du Premier ministre Mustafa al-Kazimi, attaque prestement qualifiée de terroriste par Bagdad et Washington. Et l'on regarde tout de suite, ou l'on regarde cela avec inquiétude, les auteurs seront châtiés car assure le chef du gouvernement irakien, nul n'ignore leur identité. Écoutez. Nous continuerons à rechercher les auteurs de ce crime odieux, celui qu'ils ont commis hier en visant la résidence du Premier ministre. Nous allons rechercher les auteurs de ce crime. Nous les connaissons très bien. Oui, nous les connaissons bien. Nous les trouverons, c'est sûr. Nous les connaissons bien, les auteurs de ce crime, nous les trouverons sûrement. Bravache, le Premier ministre irakien, ou sincère Anne Niva, il a les moyens de débusquer et de punir les auteurs de cette attaque. Et d'ailleurs, qui sont-ils ? Là est toute la question, s'il a les moyens. Moi, ce qui me désespère quand je pense à l'Irak, quand je suis ce qui se passe en Irak, c'est justement le chaos, la profondeur du chaos. Enfin, si on prend un peu de distance, on se dit que depuis 2003, depuis l'invasion américaine, c'est le chaos. C'est-à-dire aujourd'hui, on n'a pas d'État. Justement, ce qui se passe, eh bien, la preuve qu'il y a une absence totale d'État en Irak. Mais ce n'est pas nouveau. Mais ce qui est déplorable, c'est qu'on a donc ceux qui ont perpétré cela envers le Premier ministre aujourd'hui, qui sont sans doute des personnes qui n'ont pas envie qu'il reste au pouvoir. Il y en a beaucoup, des milices, puisque les milices, c'est ce qui contribue à l'absence d'État en Irak aujourd'hui. On entend les milices chiites, pro-iraniennes. C'est ça que j'aimerais que les téléspectateurs comprennent, parce que c'est ça qui est désespérant, c'est que les milices n'ont pas été avalées par l'État. Elles sont l'État. Donc, ce problème, et c'est contre cela, c'est que la population irakienne se bat. Depuis un certain temps, notamment depuis la révolution dite d'octobre 2019, nous avons quand même des dizaines de milliers d'Irakiens qui sont descendus dans la rue, qui ont eu ce courage. Et ils sont descendus dans la rue parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ceux qui restent au pouvoir, y compris les miliciens, continuent à ne pas se préoccuper de leurs soucis quotidiens. Donc, pour moi, l'Irak aujourd'hui, c'est une désespérance, c'est une spirale. Et ce qui se passe avec le Premier ministre, bon, c'est terrifiant, c'est pathétique, c'est triste, mais ça n'est pas parce qu'il dit qu'il va trouver les coupables que ça va résoudre le problème. Le problème, il est bien plus profond que cela. Une attaque menée à l'aide de drones, tout de même, les moyens investis dans cette tentative d'assassinat, Gauthier interroge. Qui concrètement a les moyens d'offrir ou d'équiper ces groupes à l'aide de drones? Qui les finance? Bon, alors la première réponse qui fait office un peu de, j'allais dire, de tarte à la crème, c'est-à-dire d'évidence, c'est de dire l'Iran, c'est de pointer l'Iran du doigt. Parce qu'au-delà des milices que mentionnait Anne, il y a bien sûr des oncles, des tontons beaucoup plus assermentés, on va dire. Voilà, c'est ça, et conséquents. Alors évidemment, c'est facile de dire l'Iran. Compte tenu du mode opératoire, bien sûr. Oui, et puis on évoque aussi les législatives, le Al-Shabi qui a perdu du terrain, et le fait que ce mouvement initié par Nouri al-Maliki, aujourd'hui, cherche précisément à revenir sur le devant de la scène. C'est ça, c'est-à-dire que même au sein de ceux qui sont plutôt partisans de l'Iran, vous avez des pans, des fractions qui ont subi de plein fouet ces élections récentes d'octobre 2021, et qui ont beaucoup à perdre, et c'est ce que disait Anne tout à l'heure, c'est que cette société irakienne est mise en coupe réglée par les milices, mais parce que aussi c'est une habitude de jouer avec le sentiment tribal ou communautaire, et que ces milices donc font de la captation d'opinion, alors que par ailleurs, il y a de fortes chances que l'opinion irakienne soit, elle, plutôt libérale, plutôt chargée plutôt intéressée par une société qui soit peut-être pas laïque, mais qui ne soit pas sous oppression religieuse, et malgré tout, cette population, cette opinion irakienne est tournée, tordue
par les milices. Et donc après, évidemment, vous avez ces affrontements entre milices avec leurs parrains. Mais c'est encore une chaîne, finalement, de ce communautarisme. Jouer sur le ressort tribal, voire confessionnel, ça marche encore, ça, en Irak aujourd'hui, Anne, lorsqu'on voit qu'une partie de la population, y compris dans des quartiers chiites, y compris des mouvements chiites, comme celui de Moqtada Assad, manifeste contre la présence, justement, de l'Iran et de ses milices pro-iraniennes. Justement, ce qui pourrit l'ambiance en Irak, ce qui contribue au fait que les Irakiens souffrent, c'est ce confessionnalisme à outrance. Mais celui-là, il est, comme Gauthier Rybinski vient de le dire, instrumentalisé par les politiques. Ces cliques, ces élites politiques qui sont en train de se battre pour avoir récupérer, conserver ou récupérer le pouvoir. Pour pouvoir y rester, ce sont ceux-là même qui attisent les sentiments religieux, alors que la population n'en veut plus. La population n'en veut plus et c'est justement pour ça qu'elle n'a plus envie d'aller voter pour des personnes qui représentent cela. Et en fait, on n'a pas encore les résultats définitifs de ces élections, qui sont, je le rappelle, des élections anticipées. Législative, c'est-à-dire que normalement elle devait avoir lieu en 2022 et c'est la seule promesse justement qu'a tenue le Premier ministre qui a été victime de cet attentat, c'est-à-dire qu'il a dit oui, pour essayer de faire en sorte que le peuple se retrouve, je vais organiser ces élections plus tôt. Elles ont été organisées. Mais il se trouve que le résultat des élections est évidemment pas tout à fait le même que celui des précédentes élections, puisque la société est mouvante. Alors, il y a d'abord, effectivement, ceux qui étaient donc les milices chiites ont semblerait-il, moins de sièges qu'elles en ont eu au moment des dernières élections. Mais il y a aussi le fait que le peuple ne va pas voter. C'est-à-dire, ceux qui sont élus sont mal élus. Donc du coup, c'est sans fin. Ils sont très très mal élus, ils sont décrédibilisés, ils sont délégitimés, et donc ça n'aide pas à trouver un consensus pour pouvoir rester au pouvoir. On serait tenté de faire le parallèle avec la situation qu'on observe en ce moment même au Liban, Gauthier Rybinski. Le Liban, c'est presque un archétype de ce qu'est le confessionnalisme, bien sûr. Je crois quand même, mais là je parle sous le contrôle d'Anniva, je pense que l'exemple irakien est sans doute encore plus compliqué, peut-être même plus touffu, parce qu'on voit très bien, et vous le disiez tout à l'heure, il y a des manifestations, par exemple, qui sont lancées par Moqtada Assad, et qui sont en fait contre la présence iranienne. Mais au fond, on peut toujours se demander dans ce cas-là si c'est contre la présence iranienne parce que soi-même, on n'est pas au devant de cette présence, ou disons le principal délégué de cette présence, ou si c'est parce qu'on souhaite vraiment qu'elle disparaisse. Oui. En gros, une question de pouvoir ou de principe. Exactement. Oui. Exactement. L'Iran use de méthodes violentes, si il est avéré que ces milices sont directement liées à l'Iran en Irak, envers le pouvoir à la fois de Bagdad, et puis on voit bien que les États-Unis sont sans doute visés derrière, au moment précis où elle entreprend un dialogue avec le grand adversaire du Golfe, l'Arabie Saoudite. Comment comprendre cette stratégie, Anne ? Est-ce qu'il y a un lien d'ailleurs ou que ça n'a aucun rapport ? Non, moi je pense que ce qui est important, c'est la régionalisation du conflit. Ce conflit est devenu un conflit régional, donc évidemment, aucune surprise au fait que le grand voisin, c'est-à-dire l'Iran, s'en mêle, puisque c'est le plus proche pays de l'Irak. C'est un pays qui a une longue histoire conflictuelle avec son voisin. Et c'est aussi dû au fait que, justement, l'échec américain, l'échec de l'opération internationale, c'est-à-dire le fait que, parce que les Américains sont partis, alors vous allez me dire, ils ne sont pas tout à fait partis, puisqu'ils doivent partir, soi-disant, au 31 décembre 2021. Mais enfin, il ne reste plus que 2500 personnes, ou 2000, qui ne sont pas des troupes de combat, puisqu'ils sont véritablement partis finalement en 2011. Mais ça a pour conséquence le fait que justement d'autres États, tels l'Arabie Saoudite, tels l'Iran, tels la Turquie, veulent jouer leur propre jeu. Tout ça est permis par la désagrégation, la faiblesse de l'État irakien. Et là, l'Iran dit pas touche, et ce faisant, se met à dos quand même une partie de la société irakienne. Absolument. Autre sujet du jour. Le travel ban, les États-Unis ont rouvert aujourd'hui leurs frontières aux voyageurs du Mexique, du Canada et d'Europe, oui, mais uniquement à ceux vaccinés contre le Covid-19. C'est la fin de 20 longs mois de restrictions, un moment bienvenu, Gauthier Rybinski. Les États-Unis redeviennent une terre d'accueil, en tout cas une terre accueillante pour les touristes et les familles qui ont été séparées, il faut le dire, par ce travel ban. Voilà. Terre d'accueil, peut-être pas, mais oui, terre accueillante pour ce qu'on appelle le regroupement familial, finalement, c'est possible. Oui. Si vous voulez, ce travel ban, ça a été quelque chose qui était aussi à la mesure de ce qu'était Trump. C'est-à-dire que, dans son idée,
la pandémie avait été causée à l'origine par les Chinois, et ensuite les Européens étaient considérés comme étant des vecteurs finalement qui propageaient cette pandémie. Et donc il y avait ce travel ban, il y avait aussi dans ce même dispositif ce qui concernait les pays du Moyen-Orient, ce qui était une forme aussi d'exprimer, on peut dire le racisme, en tout cas la xénophobie trumpienne. Donc tout ça correspondait au bonhomme qui était Trump. Au point d'ailleurs même que l'administration américaine s'est retrouvée devant des tâches insurmontables parce que cela demandait une telle organisation que les administrations concernées ne les avaient pas forcément. Bon, mais voilà, là c'est évident que ça rejoint quelque chose qui normalise les États-Unis dans leur approche d'un phénomène comme celui de la pandémie. Est-ce que je repose votre question, à nouveau une terre d'accueil? Peut-être pas. Ça aura laissé des traces, en tout cas, dans la conscience collective. Et puis, ça n'aura pas prémuni les États-Unis des effets du Covid, puisque c'est quand même la nation la plus endeuillée du globe. Oui, et d'ailleurs, on peut se poser des questions quand même sur la date de cette réouverture. Parce que ça arrive... d'abord, moi, j'aurais tendance à dire il était temps. C'est-à-dire que quand même, nous, Européens, nous avons réouvert nos frontières pour les Américains à partir de juin. Donc, on attendait réciprocité. On a attendu jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même long. Est-ce que c'est pas un petit peu un camouflet pour la diplomatie européenne? Ça, je me pose des questions. Si on pense à ça et si on pense aussi à l'autre camouflet, disons, de la diplomatie française par rapport aux sous-marins australiens. Vous y voyez vous aussi de l'unilatéralisme de Joe Biden? J'y vois un instrument de la politique extérieure de Joe Biden, bien évidemment. Et puis, je me pose la question, là, c'est encore plus important parce que ce sont des questions vraiment de sanitaires, de cette date, puisque ça arrive à un moment où l'épidémie semble reprendre chez nous en Europe. Donc, on ne comprend pas véritablement la logique derrière cette décision du gouvernement Biden. Question de principe, question d'efficacité, nous dit Anne Niva. Gauthier Rybinski, elle vient à contre-temps, cette décision américaine? C'est vrai que si on prend les données sanitaires, elle est extrêmement bizarre. Maintenant, quand a-t-elle été prise? Probablement entre le moment où l'Europe a réouvert ses frontières aux Américains et maintenant. Donc, est-ce que ça veut dire que l'administration américaine n'a pas pu matériellement tenir compte des revirements, du regain de la pandémie en Europe? Peut-être. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un retard à l'allumage, une discrépance avec la manière dont les Européens traitent les Américains, bien sûr. Mais vous l'avez dit aussi, c'est le problème de ce territoire qui a été quand même le plus touché par la pandémie. Est-ce que donc maintenant, le fait que les Européens puissent à nouveau se présenter aux États-Unis est une manière, ou est-ce que ça veut dire que l'administration américaine considère que ceux qui ont été réfractaires, par exemple, à la vaccination, sont suffisamment amoindris, on va dire, en nombre, pour que l'on puisse à nouveau ouvrir le pays aux Européens? Peut-être que c'est tout simplement un pari, et un pari un peu de bienfaisance, on va dire. Et puis ce qui n'est pas le moindre des paradoxes, les États-Unis décident de se rouvrir nationalement, mais on a toujours face à nous 50 politiques différentes face au virus, les 50 États qui ont une large autonomie en la matière. C'est déjà la fin, on va plus loin, on ira plus loin demain également. Et la semaine prochaine, avec vous, Anne Niva, et ça fait du bien d'aller plus loin. On vous retrouve lundi prochain. Anne, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Anne Niva. Merci également à Gauthier Rybinski, que vous pourrez voir tout au long de la semaine, évidemment, sur l'antenne de France 24. Restez avec nous dans 8 minutes, une nouvelle édition du journal.